Parents pas parfaits, et c'est très bien comme ça. Le podcast qui va vous permettre de trouver des pistes, des réponses à des situations que vous vivez au quotidien avec vos enfants. Pas hésiter à aller travailler sur soi, d'aller voir qu'est-ce qu'il y a en fait derrière les difficultés, qu'est-ce qui revient dans notre mémoire traumatique, quelles sont les croyances qu'on a enregistrées, parce que finalement dans toutes les difficultés qu'on rencontre en général, qu'est-ce qui fait qu'on passe de la colère à péter un câble? Bonjour, je suis Romain Maury, j'ai un enfant qui s'appelle Noé, je suis animateur radio et je produis des podcasts. Bonjour, je suis Elodie Emo, j'ai 2 enfants, Baptiste et Flora, et je suis infirmière puéricultrice. Parents pas parfaits, c'est un podcast qui donne la parole aux hommes et aux femmes, aux papas, aux mamans, qui nous donne un regard complémentaire sur la parentalité, sur leur parentalité, comme ils la vivent au quotidien. Des parents qui parlent à des parents. Quand on devient parent, c'est un vrai processus maturatif, autant pour les hommes que pour les femmes, et notre enfance peut revenir faire surface sans que l'on s'y attende. Il paraît que la plupart de nos comportements sont liés à notre inconscient, disque dur qui a tout enregistré, mais dont on ne connaît généralement pas bien le fonctionnement. Certains disent que plus on travaille sur soi, sur ses blessures et ses forces, plus on peut faire face aux situations que l'on vit ensuite. Nous allons nous intéresser tout particulièrement aujourd'hui à ce qui peut venir interférer quand on devient parent, une période si particulière. Dans ce nouveau podcast de Parents pas parfaits, nous essaierons de savoir s'il faut mieux se connaître pour être un meilleur parent. On en parle tout de suite avec nos invités. Bonjour Samy. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs de Parents pas parfaits? Samy, je suis normand, j'ai 39 ans, 40 ans cette année. Je suis papa de 2 enfants, 2 minettes, bientôt 14 ans la plus grande, 11 ans bientôt également la plus petite. Ok, donc c'est un papa qui a déjà roulé sa bosse. Ouais, il a une sacrée expérience. Ok. Pour ça, il va pouvoir nous dire plein de choses aujourd'hui. Et avec nous en studio pour ce nouveau podcast de Parents pas parfaits, on retrouve Fabienne. Bonjour Fabienne. Bonjour Romain, bonjour Elodie. Même punition, alors est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs? Oui, donc moi c'est Fabienne, je suis maman de 2 petites filles, Inès et Chloé, âgées respectivement de bientôt 10 ans et 5 ans et demi. Voilà, okay. Je suis originaire de Carcassonne. Voilà, non, ça s'entend pas du tout. Ça se gomme pas, l'accent. Ça fait combien de temps que t'es à Dijon, là? Dijonnaise depuis bientôt 8 ans, quand même. Ouais, donc il part pas comme ça. Et cet accent, il est toujours là, en fait. Il est toujours là, ouais. Il y a des choses comme ça qui partent pas. Mais la question, c'est de savoir, est-ce qu'on perd son accent? Je pense qu'il y a des gens qui le perdent un peu, ouais. Je l'ai perdu quand même, hein. Ah ouais, alors qu'est-ce que ça devait être? Ok. Alors, tu nous feras écouter un petit audio de avant que tu arrives à Dijon. Bon, nouvel épisode de Parents pas parfaits. Alors, le thème, c'est mieux se connaître pour être un meilleur parent. Alors, Elodie, nos invités, est-ce qu'il faut être... Alors, je pose à toi la question parce que t'as des enfants aussi. Oui. Mais t'as 2 enfants. Moi, je pense que oui, mais on va émettre des hypothèses au début du podcast et voir si on les confirme ou pas avec nos invités en leur posant des questions. On va commencer par Samy. Allons-y. Ah, vraiment, la politesse, nous, aujourd'hui, c'est vraiment... Non, aujourd'hui, c'est honneur aux hommes. Et puis, Fabienne, ensuite, tu réponds et tu complètes en fonction de ce que toi, tu vis. Ma première question, Samy, du coup, est-ce que à un moment de ta parentalité, voilà, depuis que tes filles sont nées, t'as eu la sensation que ton enfance ou ton passé venait interférer dans ta vie de parent? Est-ce que tu as eu cette sensation? Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont pu être éléments déclencheurs? Oui, j'ai été confronté à des situations où justement mon passé refaisait surface, en effet. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Je te gâche pas, on va faire un épisode de 12 minutes. Hein. C'est un petit peu court. C'est pas évident. C'est pas évident. Du coup, on plonge tout de suite dans la vie personnelle. On plonge dans la vie personnelle. L'idée du podcast, sinon. Ouais. Après, t'es pas obligé de tout dire. Mais l'idée, c'est que ça parle à d'autres gens qui ont pu peut-être traverser des choses comme toi. Mais voilà. Bon, j'ai perdu ma maman à l'âge de 11 ans. Et là, forcément, ça a un impact dans la vie de petit garçon et dans la vie de... Moi, c'est ressurgi, on va dire que j'avais pas vraiment fait le deuil, je pense, parce qu'on m'a protégé quand j'étais gamin. Mon papa m'a protégé. Et ça a refait surface il y a une petite... ma grande avait 7 ans. Donc il y a à peu près 7 ans. Et du coup, en effet, ça a refait surface. Ça a été un petit peu difficile, une petite passe un peu difficile pour moi, où je me retrouvais seul parfois en fin de journée, les larmes aux yeux, à me dire que j'avais l'impression de plus me souvenir de son visage en fait. Et voilà, c'est comme si elle était sortie complètement de ma vie. Et en fait, mon papa s'est remarié, il a eu une autre femme que j'aime, que je considère comme ma deuxième maman. Ils ont eu 2 enfants. Voilà, la vie est bien faite quand même, heureusement. Vis-à-vis de mes enfants, elle était sortie de ma vie, ma maman. Et j'avais besoin de la faire apparaître tout court pour elle et réapparaître dans ma vie. Il n'y avait pas du tout de photos dans la maison, il n'y avait pas du tout on s'exprimait pas du tout sur... Et j'étais un peu égoïste. J'ai envisagé de consulter un psychologue à ce moment-là.
pour la première fois de ma vie, puisque j'étais pas convaincu que c'était utile avant ça. J'ai réussi à m'appuyer sur mon père, ma grande sœur et mon grand frère, qui m'ont aidé à passer un peu le cap. Et j'ai été un peu égoïste, je pense, parce qu'un matin, avant d'amener ma fille à l'école, j'étais seul, ma femme travaillait, et mes enfants, donc on était un peu dans une lumière un peu tamisée, le matin dans la salle de bain, et ils ont dû me parler de ma belle-maman en la désignant comme ma maman. Et avec les yeux chargés d'émotions, je leur ai expliqué en fait. Et du coup, ma petite, elle a pas du tout, enfin les deux n'ont pas été trop traumatisés. Mais ça aurait pu être un petit peu difficile à digérer à cet âge-là. Et j'ai été un peu égoïste, je m'en rends compte aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis très content parce que ça se passe très bien. Et j'arrive maintenant à vraiment en parler. Moi, ça m'a soulagé. Ben oui. Tu sais, Samy, je me dis en t'écoutant, toi, c'est ton regard un peu égoïste, mais mine de rien, moi, je me dis que c'est un beau cadeau, en fait, que tu leur as fait et que tu t'es fait. Parce que de poser des mots sur des mots, MAUX, ça permet aussi de libérer des choses, de libérer des émotions. Et on dit toujours que les enfants, ils ressentent ce qu'on vit de toute façon comme des fantômes qui sont à côté de nous. Donc, je suis pas sûre que, en tout cas, moi, de mon regard extérieur, mais après, on va échanger, hein. Je vois pas ça comme de l'égoïsme. Ouais. C'était le moment où c'était possible pour toi de le faire et t'as saisi l'occasion, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Notamment ma sœur qui m'a motivé à naturaliser, à simplifier un peu la chose. Donc, fallait mettre les pieds dans le plat. Et aujourd'hui, je le vis beaucoup mieux puisque maintenant, 7 ans plus tard, mes enfants savent bien que ma maman, c'est Brigitte, ma belle-maman, c'est Fabienne, mais je la considère comme ma mère aussi. Et on avance comme ça. Mais par contre, je sais qu'à 7 ans, il y a un cap à passer pour les enfants aussi. Ils prennent conscience souvent autour de cet âge-là, avec d'autres expériences que j'ai pu avoir avec mes enfants, souvent autour de 7 ans, ils se rendent compte de la mort. Que la mort est permanente, que la mort, vers 7-8 ans, ouais. Il y a un changement de paradigme. Disons qu'avant, c'est plutôt je réapparais, je disparais, et là, en effet, il y a un changement de paradigme. Fabienne, qu'est-ce que tu veux nous dire? On viendra à toi après, bien évidemment, Samy. Fabienne, qu'est-ce que tu veux nous dire, toi, par rapport à cette première question posée? Est-ce que ton enfance ou ton passé a ressurgi dans ta vie de parent à un moment où peut-être tu t'y attendais pas comme Samy? Alors moi, il a ressurgi de différentes manières, dans le sens où rapidement après la naissance de ma première fille, je me suis intéressée à la parentalité positive, bienveillante et tout ça, mais de manière totalement inconsciente, dans le sens où j'avais envie d'être une bonne mère, etc., mais sans penser de ce qui pouvait se cacher derrière. Et c'est vraiment en fait en avançant dans cette parentalité bienveillante, en m'initiant à l'écoute des émotions notamment, que je me suis confrontée en fait à mes propres limites, et qu'à trop vouloir en fait finalement être à l'écoute de mes filles, du coup il y a des choses qui sont remontées et que j'ai mis du temps à conscientiser. En fait moi à l'âge de 19 ans, à peu près 19 ans et demi, j'ai fait une grosse dépression. Voilà, je suis allée très très profond avec tout ce qui va avec. Et en fait, tout ça était relié. En fait, moi, j'ai intériorisé le fait que finalement, de toute ma vie, je suis une personne hypersensible. Je suis née comme ça. Je percevais, voyais beaucoup de choses, mais du coup, mes parents le comprenaient pas, n'étaient pas initiés à l'écoute. Et donc, en fait, j'ai enregistré cette croyance, si je suis pas comprise, je suis pas aimée. Voilà. Et donc, si je suis pas aimée, je peux pas m'aimer. Et donc, en fait, de manière totalement inconsciente, il fallait absolument que j'écoute mes filles, toutes leurs émotions, que je sois tout le temps là à écouter. Sauf que du coup, à un moment donné, l'écoute est arrivée. Et puis toi, tes propres besoins, on les met de côté. Exactement. Et donc du coup, j'en suis arrivée trop. Et en fait, à vouloir trop écouter, être trop là, je suis allée là où je voulais pas aller en fait. Et je me suis retrouvée dans des moments à être extrêmement blessante, à claquer les portes, à crier, à hurler, à avoir même des gestes que j'ai regrettés parce que à ce moment-là, j'étais focus, il faut que je les écoute. Alors qu'en fait, l'urgence, c'était moi. Mais c'est l'enfant qui était en toi que tu venais réparer, mine de rien, parce que tu dis mes parents ont jamais compris que j'étais hypersensible, et donc en fait à travers tes filles, tu cherchais à réparer ton enfant à toi, quoi, ton enfant intérieur, si on peut dire. Ah complètement. Et puis d'ailleurs de toute façon c'est parce que ma fille aussi a traversé des épisodes compliqués à l'école
au même âge où moi j'ai traversé des épisodes compliqués, donc j'ai dû retravailler parce que j'ai compris qu'il se passait des choses et je savais que pour l'aider il fallait que je me libère moi, et c'est là que j'ai mis le doigt sur le fait que ma fille était hypersensible. Et quand j'ai commencé à chercher, à fouiller, j'ai compris qu'en fait c'est moi en fait j'ai dû beaucoup pleurer justement, réapprendre à m'écouter et réapprendre aussi le fait que tout simplement moi je suis importante aussi et que je peux pas donner si je me donne pas moi-même en fait. Ouais, puis les enfants ils ont tendance parfois à somatiser, c'est-à-dire à avoir des mots physiques, mais en fait qui sont liés aux parents et à ce qu'ils dégagent. Mais le parent, il s'en rend pas toujours compte. Faut qu'on fasse tous des psychanalyses en fait. Bah, tout le monde aurait besoin de faire des psychanalyses dans l'absolu. Après, alors je vais pas faire c'est plus difficile pour les hommes que pour les femmes de voir des psychologues en général, parce que on est dans une société où c'est moins permis implicitement aux hommes de verbaliser leurs émotions. C'est être fort que de pas verbaliser, c'est être fort que de pas. Enfin, tu vois, il y a encore ça qui reste quand même. Ouais, mais moi c'est pareil, c'est comme pour une coloscopie, tu sais. C'est un peu pareil. Tu te dis, faut que j'en fasse une, mais j'ai pas trop envie. Ouais, bah pourtant c'est bien utile parfois. Ouais. Hein, Samy. Mais c'est vrai. Tu vois, quand le petit courrier va arriver quand on va avoir 50 ans, je suis pas très chaud de le recevoir. Vous allez être obligé. En plus, moi, j'ai un peu moins de temps que toi, pour moi. T'as des facteurs de risque. Donc bon, bref. Ouais. Et est-ce que Samy, tu as repéré qu'il y avait eu un élément un peu déclencheur, quelque chose qui est venu, voilà, un peu chambouler tout ce que tu avais mis en place, peut-être pour l'oublier, pour te protéger, parce que c'est quand même un mécanisme de défense, hein, ce dont tu parlais par rapport à ta mère. Est-ce qu'il y a quelque chose aux 7 ans de ta fille, enfin, je sais pas, est-ce que tu t'as fait un lien, toi, en tout cas, d'un élément qui aurait pu parce que t'as attendu, mine de rien. T'as attendu jusqu'à 7 ans. T'aurais pu attendre qu'elles aient 10 ans ou, enfin, qu'elle ait 10 ans. Pourquoi cette période-là, en fait? À ton avis, comment tu le... Là, c'est revenu vraiment d'un coup. J'ai pas vraiment. Je dirais que en fait, gamin, mon père a fait ce choix d'enlever les photos, de ne pas en parler pour me protéger. J'ai perdu une partie de la famille du côté de ma mère en fait, qui a tourné un peu le dos à mon père quand il a retrouvé sa nouvelle conjointe. Donc on a avancé ensemble dans une bulle qu'il a créée pour me protéger, et il s'est reconstruit, on s'est reconstruit, il a eu 2 beaux enfants que j'aime, mon petit frère, ma petite sœur, et voilà, il a tout construit autour de moi beaucoup quand même, parce que j'étais vraiment j'étais surprotégé en fait par mon papa. En fait, j'étais vraiment dans cette bulle en fait, et jusqu'à ce que ça me revienne un peu en pleine tête. C'est peut-être parce que elle était en âge, ma grande, d'échanger bien plus avec son papa, et je sais pas, j'ai pas un élément vraiment déclencheur. Mais moi, ça m'est tombé dessus. Je voulais qu'elle fasse partie de ma vie, et puis en y réfléchissant, ne voyant plus de photos, n'ayant pas de photos en ma possession, carrément, j'arrivais plus à visualiser son visage, j'arrivais plus à... Et même mes souvenirs, en fait, j'ai obstrué une grosse partie de mon passé. T'arrivais pas à ce que des souvenirs émergent. Mais du coup, Samy, est-ce que t'en as pas, alors ça va être un peu dur ce que je vais te demander, mais est-ce que t'en as pas un peu voulu à ton père, justement, en voulant bien faire, évidemment, en te protégeant, est-ce que tu lui en as pas un peu voulu, justement, qu'il ait fait ça? Bah écoute, pas du tout. Parce que je me dis que... Même après coup, hein, on est d'accord. Hein. Ah non, même après coup. Pas du tout. Mon père est trop important pour moi dans ma vie. Je suis plutôt... En fait, je l'ai plus... Depuis tout ce temps-là, et même avant de ce traumatisme, enfin le traumatisme que j'ai rencontré aux 7 ans... Non, aux 7 ans de ma fille, qui a ressurgi, on va dire, dans ma tête, et je suis encore un peu... je plaignais plus mon père que moi-même, en fait. Parce que pour moi, ce qu'il a vécu, ce qu'il a surmonté, le fait de perdre sa femme à l'âge que j'ai aujourd'hui, même un peu plus jeune que ce que j'ai aujourd'hui, je me dis que mais aujourd'hui, je peux pas envisager ça, quoi. Ah ouais. Je me dis, se retrouver seul avec un enfant, une situation quand même vraiment très... Bon, elle est partie d'un cancer, hein, ça a été très difficile à vivre, mais mon grand frère, ma grande sœur ont 12 ans de plus que moi, donc avaient quitté le foyer familial. On s'est retrouvé vraiment, mon père et moi, hein, seuls. Ça a été... On a été vraiment entourés quand même de... Ouais, puis... mais ça a été quand même... très difficile pour lui. Dur, bien sûr. Mais tu parles de bulle. Je pouvais pas lui en vouloir, si tu veux. Je pouvais pas lui en vouloir de son choix, parce que n'ayant pas connu ça, et puis et lui, mon père, quand je lui ai parlé un petit peu de tout ça, de mon mal-être, mais pour lui, le plus dur, c'était pour moi.
Pas pour lui. Pour lui, c'était extrêmement dur, mais perdre sa mère à 11 ans, en effet, maintenant, je me dis aujourd'hui, c'est vrai que c'est extrêmement dur. Sa maman, en plus, la maman, c'est quelque chose, quoi. Ouais, lui, il voulait à tout prix te protéger du mieux qu'il pouvait, quoi. Et il a bien fait, quoi. Il aurait pu sombrer et m'entraîner avec lui. Lui, tu le vois comme quelqu'un qui a été très fort et qui a maintenu la barque, qui a fait une bulle de protection autour de vous deux, quoi. Vous étiez un peu dans une sorte de fusion tous les deux, parce que vous avez traversé ça à deux. C'est encore le cas, quoi. Ouais, ça a resserré vos liens, au final. Ouais. Ah, clairement. Ouais. Ok, merci Samy pour cette réponse. Est-ce que toi, tu as eu un élément déclencheur, Fabienne, dans cette prise de conscience? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a fait basculer les choses? Ou est-ce que c'est venu interférer dans un domaine de ta vie? Alors, tu en as un peu parlé, hein, avec les portes qui claquent, avec ce sentiment... Des gestes parfois un peu violents. Des gestes un peu que t'aurais pas voulu faire, mais que malgré tout t'as fait. Ouais. Parce que t'étais vidé de ressources. Clairement. C'est ça. Mais est-ce que tu as identifié ça, soit un domaine, soit un élément déclencheur, ou pas vraiment? C'est comme Samy, ça a émergé un peu comme un iceberg, quoi. Avec un besoin de comprendre et de... Je dirais juste que c'est plutôt un cheminement, en fait. Par rapport à tout le travail que j'ai fait sur moi, j'ai démarré il y a longtemps, du coup, par à chaque fois intermittence, hein, mais c'est vrai que je crois que quand même un déclencheur, oui, qui est assez fort, c'est l'arrivée de ma deuxième. J'ai pris une grosse claque. Voilà, j'étais déjà... en même temps, elle est arrivée, en même temps, je me formais, en fait, pour devenir consultante en parentalité. Donc, du coup... ça a fait un effet boule de neige, cocktail Molotov, parce que du coup, je suis rentrée dans cette espèce de tunnel, ce tunnel où je voyais plus trop la lumière. Mais après, je dirais plutôt que c'était plutôt un cheminement où plus je devenais consciente, plus j'étais en capacité, en fait, de me voir faire. Et je me suis dit, en fait, ça, non, quoi. Ça, c'est pas possible. Tu peux pas continuer comme ça, parce que oui, là, je blesse ma fille, et c'est pas ça que je veux. Donc, à un moment donné, ça a été moi de me dire qu'est-ce que je fais, parce que pour modifier mon comportement, du coup. Ouais, pour modifier mon comportement. Et en fait, voilà, je suis passée par toutes les phases. Dans cette phase, à essayer j'arrête de crier, ça y est, c'est fini, etc. Et puis dès le lendemain, c'était reparti. Donc, à un moment donné, ou à force de cheminement, en fait, par rapport au travail sur soi que j'ai fait sur moi, j'ai petit à petit touché, oui, ce principe, en fait, de la connaissance de soi, du fait de s'aimer soi. Et à travers, ces billes-là, de l'amour de soi, j'ai compris, en fait, que je ne m'aimais pas beaucoup, voire même pas du tout. Et du coup, j'ai dû réapprendre vraiment à me porter un regard différent sur moi. Et plus finalement je m'apportais de la douceur, plus j'acceptais cette part finalement un peu sombre qu'il y avait chez moi, et qui vient pas non plus de nulle part, hein, elle vient aussi de mon enfance, de comment je me suis construite. Est-ce que tu as eu l'impression que tes parents t'ont blessée, toi? Parce que tu dis, j'étais en train de blesser ma fille en faisant ça. Est-ce que toi, tu t'es sentie blessée? Oui, et puis de toute façon, j'ai, quand j'ai dit que j'ai fait une dépression, moi, à 19 ans, j'ai fait un gros appel à l'aide, j'ai avalé tous les cachets qu'il y avait chez moi. Donc, ça a été un événement qui est traumatisant de ma vie, qui reste là, gravé, même si, j'ai travaillé dessus, et aujourd'hui, je dirais que c'est guéri, mais ça fait partie de moi. Et c'est vrai que ça reste une blessure très profonde, et je me suis sentie profondément blessée de pas être comprise dans toute l'individualité que j'étais, en fait, de qui je suis. Et ça, pour moi, si j'étais vers cet accueil inconditionnel, j'avais envie d'aller vers ça, sauf que je devais me confronter que, en fait, non, quoi, j'y arrive pas, parce que je suis moi-même confrontée à mes propres démons. Donc, il faut d'abord se réparer pour pas retransmettre un peu le schéma, quoi. Ou c'est ça que tu veux dire? Non, parce que je crois que c'est un peu parallèle. C'est-à-dire que je crois que tant qu'on n'est pas confronté aux choses, c'est-à-dire que moi, je me souviens quand j'avais lu à l'époque, je lisais Comment élever son enfant autrement de Catherine de Monteil-Crémer. J'avais lu un petit paragraphe qui m'avait marqué, j'en avais pleuré, qu'elle avait parlé, en fait, du syndrome du fameux deuxième enfant sage, en fait, qui repère très tôt comment ça se passe pour le premier. Et moi, j'ai été bercée depuis toute petite. Ta sœur, elle en faisait des colères, elle en a pris des fessées, hein.
Et je sais que ma sœur, elle a ramassé. Mais toi, par contre, toi, t'étais sage. Toi, on te disait un truc, tu bougeais pas. Et en fait, moi, ma deuxième fille, elle est pumped up, c'est-à-dire qu'elle envoie. Et quand elle a une colère, c'est mes deux filles, enfin voilà, au niveau émotionnel, c'est très très fort. Donc la deuxième, c'est une sorte de révélateur. Mais en fait, elle te pousse dans tes retranchements. Elle t'a poussé à te dire, maman, là, tu vas pas avoir le choix, enfin voilà, faire de l'introspection, parce que de toute façon, moi, je vais pas te laisser tranquille. Mais moi, je suis une deuxième aussi, j'étais pas du tout sage, hein, pour le coup. Je pense pas que ce soit la syndrome du deuxième, mais j'ai une question pour tous les deux. Enfin, Samy, peut-être d'abord, est-ce que votre conjoint, il a joué un rôle dans ces épisodes de vos vies? Samy, est-ce que ta conjointe, tu dirais, quel rôle elle a eu? Comment est-ce qu'elle a pu t'aider à traverser ça? Enfin, là, comment elle s'est positionnée? Est-ce qu'elle s'est positionnée déjà, peut-être, ou est-ce qu'elle est restée en retrait? Mais comment t'as perçu ça? Elle est restée en soutien, un rôle, le rôle qui. Est-ce que vous en avez discuté avant que t'en parles aux enfants ce jour-là dans la pénombre? J'en ai discuté. J'ai amené le fait que je souhaite en parler. Elle m'a pas empêché. On a échangé un petit peu. Après, j'ai pas dans le sous. Moi, ce que je recherchais, c'était vraiment les personnes présentes finalement dans le traumatisme. D'accord. Donc ça a été mon père, ma grande sœur et mon grand frère. C'est vers eux que tu t'es tourné pour avoir du soutien et des conseils. Bah ouais, ils ont pu me donner les souvenirs que j'avais perdus. Ils ont pu des choses que ma femme pouvait pas me donner, quoi. Elle me soutenait au quotidien. C'était pas, mais en fait les fois où je me retrouvais larmes aux yeux dans le noir, j'étais seul en fait, et je faisais en sorte que ça se voit pas. Et donc ils t'ont aidé à ce que ça émerge, quoi, en fait, à te redonner des images, des souvenirs, c'est ça que t'as trouvé chez eux? Ouais, c'est ça, exactement. Du coup, ils m'ont donné des souvenirs qui étaient pas bien loin finalement, parce que je pense que le fait de mettre d'amorcer la chose, ça m'a permis de vraiment remonter pas mal de souvenirs. Le fait de me donner des photos, tout de suite le visage me réapparaissait, et des scènes et des situations. Oui, puisque tu avais quand même 11 ans. T'as pris conscience de quoi, du coup? C'était quoi l'intérêt ça t'a servi à quoi, tout ça? Tout ce que t'as traversé, et du coup de dire à tes filles, et du coup de revoir ces photos, de faire remonter les souvenirs, ça t'a fait prendre conscience de quoi? Alors ça m'a fait prendre conscience de quoi? C'est pas évident. Ça m'a fait prendre conscience de quoi? Que la vie est fragile, ça c'est sûr, mais qu'il faut profiter de chaque moment, ça c'est sûr. Après ça c'est les grandes lignes. Ça m'a fait prendre conscience qu'elle faisait partie de ta vie. Par contre, je m'endors tous les jours en me disant quand même que tout peut s'arrêter. Donc voilà, je reste traumatisé en fait, quand même. Je reste traumatisé par tout ça, et je souhaite aller le plus loin possible pour protéger mes enfants. Après voilà, je suis papa, j'ai 2 filles, j'espère être là très longtemps pour pouvoir prendre soin d'elles, quoi. Au final, ça reste un moteur pour être un bon père. Oui, complètement. Je me sers de mon expérience. Après, voilà, chacun son expérience de la vie. C'est la mienne. Et du coup, voilà, j'essaie d'être le meilleur père possible. Moi, j'ai des enfants qui sont adorables. Les 2 sont adorables. Des caractères un petit peu différents, mais sont très faciles. Alors attends, on va ouvrir une parenthèse. Elles ont fait leur nuit à quel âge? Alors là, je demande pas à Samy. Elles ont dormi 12 heures. Là, il va nous tuer là. Elles ont dormi 12 heures toutes les 2 en rentrant de la matière. C'est un cas exceptionnel, mais ça arrive. Ma première, elle a dû mettre une semaine à dormir 10 heures. Elle avait 4 biberons au bout d'une semaine. Il y avait quoi dans les biberons là? Je sais pas. De l'agneau. Mais oui, c'est efficace. Le calva en Normandie. C'est le calva chez nous. Peut-être qu'ils n'entendaient pas, puis du coup, je sais pas. Non. Et du coup, la deuxième, elle est arrivée à la maison. Parce que c'est encore mieux que la première. Ok. Ouais. La deuxième, elle est arrivée à la maison. La première nuit, elle a pas dormi de minuit à 3 heures du matin. Et là, moi, j'avais fait la fiesta. J'avais fait la fiesta bien comme il faut. J'étais claqué, mais Aline, ma femme, elle venait d'accoucher, donc voilà, en tant que papa, je voulais assurer la nuit. Pendant 3 heures, elle avait les yeux ouverts, elle pleurait pas, mais elle émettait un petit bruit comme ça. Je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est une blague. Dès la deuxième nuit, elle a fait sa nuit, une nuit de 8-9 heures peut-être dès la deuxième, et en une semaine, elle était déjà réglée sur du 10 heures. Je tiens à rappeler à nos auditeurs que ce n'est absolument pas la normalité, qu'un enfant sur 2 ne fait pas ses nuits avant l'âge d'1 an.
Vous qui nous écoutez. Un enfant sur 2 ne fait pas ses nuits. Il faut l'imprimer, ça. Hein, enfin, un enfant sur 2 ne fait pas ses nuits avant l'âge d'1 an, mais ça veut dire que le deuxième, il peut mettre quand même 6 mois avant de faire ses nuits. Hein. Je veux dire, Samy, c'est un cas exceptionnel. Il peut même mettre 2 ans et demi comme ma deuxième. Voilà, ou comme le fils de Romain. Voilà, ça va un peu mieux. Faudra qu'on en revoie. C'était beaucoup plus facile pour nous, quoi. Dans l'éducation, déjà, parce que la fatigue s'accumule pas. Et du coup, quand on est fatigué, on est à fleur de peau. Il y a irritable, tout ça. Nous, le sommeil, c'est important pour ma femme, pour moi, pour nos enfants. Et du coup, c'est forcément plus facile pour nous. Clairement. Une avant-dernière question pour toi, Samy. Tes enfants, ils t'ont appris quoi sur toi? Si t'avais en résumé pareil, qu'est-ce que tu dirais que tes enfants t'ont appris au niveau philosophie de vie qui te reste et que vraiment tu te dis ça c'est mes enfants qui me l'ont appris sur qui je suis. Le sommeil c'est important. Voilà, ils ont appris ça. Voilà. Ouais, c'est dors, clair, papa. c'est clair. Qu'est-ce qu'ils m'ont appris? Elles sont joyeuses. Non, j'ai toujours été plutôt joyeux aussi dans mon quotidien. Qu'est-ce qu'elles m'ont appris? C'est pas évident. Je sais pas. Tu veux qu'on revienne après à toi? Tu prends le temps de réfléchir? Ouais, je vais y réfléchir. On va cuisiner ça. On va cuisiner Samy. Fabienne, ton conjoint, il a eu quel rôle dans tout ce que tu as traversé? Ah oui, parlons-en en fait, les conjoints, du coup. Oh non, Fabienne, pas ça. Pas ça, Fabienne. Non, pas là. Non. Alors, tu as le droit de tout dire. Alors, ça a été compliqué. Pas de langue de bois, allez, vas-y, défonce. C'est quoi son prénom? Gabriel. Allez, Gabriel, accroche-toi mon loulou, c'est pour toi. Écouter, hein, je sais, ouais. C'est pour toi, Gabi. Alors, allez, on va quand même faire un équilibre. On va dire que comme elle temporise, ça fait chiant, vous n'êtes pas possible. Hein. On va dire que en fait, comme je disais, donc moi la grosse difficulté, le gros déclencheur, ça a été l'arrivée de ma deuxième. Et puis avec tout ce qui va avec, puisque du coup, comme je disais, moi, elle a fait ses nuits à 2 ans et demi. Au moment du confinement d'ailleurs, tu vois. My God. Confinement, plus de nounou, nuit. Ça a été radical. Mais du coup, comme ça a été très compliqué dès la naissance, mon mari a été quand même présent les nuits. Par contre, là où ça a été compliqué, on extraira cette partie pour Gabriel. Hein. Ce qui a été compliqué, c'est qu'en fait, lui, pour le coup, il a reçu une éducation, faut dire stricte, autoritaire et très dure. Hein. Et du coup, face aux émotions, c'est très compliqué pour lui. Mmh. Et même si, il m'a rejoint sur le principe de parentalité, ce qui a été compliqué parce que ça a généré beaucoup de conflits entre nous sur l'éducation. Même s'il m'a rejoint, le fait est que quand on est face à réellement une crise de colère ou de rage, si moi j'étais plus en capacité de gérer, que je lui demandais de prendre le relais, il essayait et puis en général très rapidement, une minute après il pétait un boulon dans la chambre. Donc du coup je me disais non, il faut que j'y aille. Et en fait au lieu à un moment donné de dire en fait là on n'y arrive pas tous les deux et peut-être qu'il faut juste accepter ça, la laisser elle, nous prendre notre temps pour nous et revenir. Mais du coup j'étais dans ce truc tout le temps non, du coup c'est moi qui dois y retourner. Et chaque fois je peux pas lâcher parce que de toute façon je sais qu'il va s'agacer hyper vite. C'est ça. Si il y moi avait cette idée que ça c'est tout reposé sur moi et ça générait encore plus de difficultés. Ça fait écho chez certains. Quand tu me regardes, non, je sais pas, moi ça fait écho chez moi. On n'est pas tout le temps totalement aligné sur les modèles éducatifs qu'on veut donner. Hein. Franchement, le couple qui dit on est tout le temps totalement aligné, moi j'y crois pas des masses. Non, et puis même si on est aligné avec le modèle ou que toi-même t'es aligné, par exemple, je sais pas moi, par exemple, oui, je suis aligné avec l'éducation que je veux donner. Mais tu peux pas t'aligner. C'est une chose d'être aligné, ça n'est une autre après d'être face à mes émotions et de l'appliquer, à ma mémoire traumatique, à tout ce qui remonte et qui fait qu'à un moment donné, comme tu l'as dit, Romer, j'ai qu'une envie, c'est de l'envoyer par la fenêtre. Donc moi c'est contre un mur parce que ça gicle. Je trouve ça fait une petite déco sympathique. Tu couperas ça s'il te plaît. Non, carrément pas. On coupe pas ici. Si tu couperas. Ah non. Ah pourquoi? Ah, qui a eu envie de le faire? Il y a toujours une différence entre le modèle prescrit ou même celui qu'on veut appliquer et le modèle réel. Évidemment, il y a toujours un gap entre voilà. C'est évident. On ne peut pas. C'est hyper compliqué d'appliquer un truc que t'as lu ou que t'as vu ou qu'on t'a expliqué, que ce soit par un spécialiste ou pas. Du coup, surtout quand tu l'as pas reçu. D'où l'importance du travail sur soi. Du coup, si je me permets de rebondir, parce que moi, c'est ce que je dis tout le temps. Tu te connais. Les bouquins, c'est une chose, c'est plein de théories et en fait, il y a pas de méthode. Et chaque enfant est différent. En plus, donc. Chaque enfant, mais aussi chaque adulte. Et on a tous avec notre propre histoire. On a enregistré, engrammé des croyances. On voit avec notre propre filtre.
Et du coup, tant qu'on n'a pas revenu un autre prisme, sur tout ça et qu'on met pas un peu de conscience là-dessus, c'est difficile du coup de pouvoir être en capacité de modifier ses comportements, de réagir. Enfin, c'est même pas. Moi, j'aime bien je fais beaucoup. J'aime beaucoup Petit Bambou. Je sais pas si vous connaissez l'application. Bien sûr, mais attends, tu rigoles ou quoi? Petit bonbon de base. J'aime bien parce qu'il y a une méditation qui parle de ça, en fait, de la différence entre réagir et de répondre. Et donc cette capacité à être en conscience et de pouvoir justement faire baisser et de pouvoir répondre plutôt que de réagir où là on part dans tous les sens. Voilà. En fait, il faudrait savoir une super nanny pendant une semaine. Alors non, super nanny, super moi j'ai nanny, signé la pétition. Okay, mais en fait, là, les discussions qu'on a, c'est aussi dû au fait que toi, en tant que mère, en tant que femme, t'as reçu des pistes de lecture de bouquins, des pistes de lecture de podcasts, que t'as eu de la préparation à l'accouchement, que t'as eu tout ça. Les hommes ont moins ça. J'allais demander à Samy justement. Non, j'ai pas eu. Non, mais je veux dire, on va plus chercher de l'info quand même que les hommes. On est d'accord. T'avais plus de connaissances sur l'éducation bienveillante que ton mari. Ah oui. Toi, t'as lu la méthode Montessori, toi. Voilà. Toi, t'as lu la méthode Montessori. Non, elle a dû lire des livres au cœur des émotions et des bouquins comme ça. Et que Samy, non. Et donc, du coup, ce que je veux te dire par là, c'est que c'est aussi plus facile de faire un travail sur soi après et de prendre conscience des brides et de dire, oh là là, faut que je travaille sur moi, que quand t'as même pas conscience que, tu vois ce que je veux dire? Et donc, vu qu'eux, ils sont quand même, je dis eux, en général, les hommes. Sont moins sensibilisés sociétalement et du coup non, justement je pense que c'est hyper important maintenant là avec l'allongement du congé paternité, il y a un nouveau modèle qui émerge, mais je pense que c'est important parce qu'ils ont moins d'outils que nous encore. Donc tu vois, face à une parentalité où tu t'énerves aussi, ils ont moins d'outils dans leur sac à dos encore que nous. Complètement. Bah, parce que moi je sais que pour avoir discuté avec mon mari, parce que je lui mettais, t'avais lu au moins ça, ou il y avait rien à faire, il me dit mais non mais de toute façon j'étais à la maison, je te regarde, j'apprends quand même. Ah ouais, non, moi je dis pas ça. Il est énorme. Et je disais ouais mais tu es un modèle, tu sais Fabien. À un moment donné non quoi, enfin c'est important que toi aussi t'aies cette démarche. Sois proactif. Samy, toi, est-ce que t'as lu un bouquin d'Isabelle Fillosa? Bah non, je sais même pas qui c'est cette Isabelle. Voilà. Alors. Non, moi c'est pas évident puisque du coup dans tout cet échange là, moi j'ai pas du tout cette expérience là. Donc moi mes filles sont un peu plus vieilles, on est de la même génération, mais mes filles sont un peu plus vieilles, donc en effet j'avais sûrement pas les mêmes accès aux informations. Il n'y avait pas Internet. Non mais il y a 14 ans, moi j'ai pas été trop confronté. J'ai pas été trop confronté aux problématiques non plus. Ouais, elles ont envie de dormir. Dormir 12 heures. Voilà. Et j'ai aussi donc des enfants plutôt sages. Et j'ai aussi un modèle donc du fait du traumatisme, mais du fait de mon papa qui est un homme avec un gros caractère. Ce modèle d'éducation justement où moi la fessée pour moi c'est pas grave. Une dernière question et puis on va clôturer le podcast qui a quand même duré un certain plus longtemps que on pensait. Si tu avais des conseils à donner, Samy, par rapport au passé du parent, à son enfance, qu'est-ce que tu donnerais à un papa qui va devenir papa, qui a peut-être perdu sa maman comme toi? Qu'est-ce que tu voudrais lui donner comme conseil aujourd'hui? Je t'ai pas réinterrogé sur la question de quoi as-tu pris conscience ou en quoi tes parents t'ont éclairé sur qui t'étais, mais tu veux y répondre, vas-y. Chaque expérience est différente, mais moi, je trouve que de simplifier le sujet en fait, dès le plus jeune âge, de faire de faire comme ma sœur l'a fait avec ses enfants en fait. Elle a toujours une photo de ma mère au-dessus de sa cheminée, elle a toujours fait partie de sa vie. Donc ça a été très simple pour elle de la faire vivre dans son foyer quoi. D'accord. Ouais. Contrairement à moi, mais moi ça a été peut-être un petit peu différent. Elle avait 23 ans quand elle est décédée, donc forcément c'est pas la même configuration. Configuration exactement. Mais peut-être pas cacher, dire tout de suite, de réussir à simplifier. Plus on simplifie les choses, je pense, plus facilement on peut vivre avec les traumatismes en fait. Ok. Fabienne, qu'est-ce que tu dirais, toi, en une ou deux phrases, du coup Je vais rebondir sur ce que disait Samy, donc de simplifier, ça m'a fait écho dans le sens où, oui, c'est chouette de simplifier, encore faut-il pouvoir le faire, en fait. Moi, je sais que, mes filles, ce qu'elles m'ont apporté, ce que la parentalité m'a apporté, c'est vraiment la connaissance et l'amour de soi, même si je considère que c'est un travail de toute une vie, et que c'est un oignon qu'on pèle et à chaque fois on découvre des nouvelles choses. Mais pour moi, c'est pas un conseil en tant que tel, c'est plus,
c'est plus de comment dire, je réfléchis. Vas-y. Ne pas se renfermer, non? Ne pas se renfermer, ne pas hésiter à se faire aider. Oui, déjà il y a ça, mais je pense que moi c'est surtout d'aller, de pas hésiter à aller travailler sur soi, d'aller voir qu'est-ce qu'il y a en fait derrière les difficultés, qu'est-ce qui se joue en fait, qu'est-ce qui revient dans notre mémoire traumatique, quelles sont les croyances qu'on a enregistrées, parce que finalement dans toutes les difficultés qu'on rencontre en général, c'est souvent ça, même dans la colère en fait. Qu'est-ce qui fait qu'on passe de la colère à péter un câble? C'est d'un seul coup, c'est tout ce qui se passe. Le petit vélo dans la tête, qu'on se dit, il me prend pour une idiote. C'est injuste, je me sens pas écoutée, il se fout de moi. Enfin voilà, c'est tout ça. Bien et sûr. Finalement, quand on a désamorcé, quand on a mis de la conscience et qu'on a compris qu'en fait, ce qui se joue, c'est des croyances qu'on a enregistrées par rapport à notre vécu, du coup, on va aborder la même situation sous un autre angle. Donc ça va plus du tout être de la même manière. Donc travailler sur soi. Pour moi, travailler sur soi, de toute façon, c'est la clé. Je pense qu'aussi c'est une des clés. Et puis ça permet d'avancer. Ouais. Après, t'as pas besoin de rencontrer des problématiques de folie pour aller travailler sur toi. Ça peut te permettre d'avoir de meilleures réactions au-delà de la parentalité, d'ailleurs, dans ton travail, dans ta vie quotidienne, et de mieux maîtriser tes émotions. C'est vrai que après, il y a différents tempéraments. Il y a des gens aussi qui ont tellement enfoui dans l'inconscient, à qui ça pose pas trop de problèmes. Tu vois? Oui, puis il y a des personnes, comme tu disais, moi j'ai un tempérament plutôt feu. C'est peut-être parce que je viens du Sud. Donc c'est vrai qu'on démarre plutôt au quart de tour chez moi. Donc forcément, j'en vois rapidement. Je dis souvent que par rapport à ma deuxième fille qu'elle envoie, mais finalement elle me ressemble beaucoup. Et justement, j'ai apprendre à accepter cette part d'elle qui finalement est une part de moi. Et c'est pas évident parce que c'est un reflet, c'est un miroir. Donc et quand on n'aime pas ce reflet-là de nous, c'est pas évident. Ça peut être violent de voir. Ouais. Merci beaucoup à tous les deux pour ce partage de vos vies, de ce que vous avez vécu de très intime. C'est pas toujours facile, donc merci d'avoir joué le jeu à tous les deux. Merci Samy d'avoir été notre invité aussi par téléphone depuis la Normandie. De la Normandie. Oui. Merci à vous, c'était vraiment sympathique. Et merci à Fabienne aussi d'avoir participé à ce podcast en présentiel, comme on dit maintenant. Merci. Merci à vous deux. Merci à vous. Merci.